Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de m'inviter chez vous pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à cette édition du 1945. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024 et voici le sommaire de ce journal. On parle de gestion de la finance publique et on s'intéresse ce soir au rapport de la Cour des comptes qui a été présenté à l'hémicycle ce jour. Et à 2 mois de la fin de l'année 2024, le Premier ministre est sur le terrain pour accélérer la mise en œuvre des infrastructures routières. La révision des listes électorales tourne autour de 2 grands axes que sont la mise à jour du fichier électoral et le toilettage de celui-ci. Dans la mise à jour du fichier électoral figurent en bonne place les inscriptions sur la liste électorale et les modifications diverses. À quelques jours de la clôture de cette opération, le désintérêt des populations est saisissant. Pas d'engouement entre défis et controverses. La révision de la liste électorale est une dynamique politique complexe. L'analyse de Cécile Itonisila et Aimé Boudier. La présidentielle en Côte d'Ivoire est fixée en octobre 2025, d'où le lancement de la révision du fichier électoral. Le processus cible particulièrement les jeunes électeurs dans un pays où la population est majoritairement jeune. Les citoyens ivoiriens qui ont 18 ans révolus à la date de l'opération d'enrôlement, c'est-à-dire le 19 octobre dernier, sont appelés à s'inscrire. Ce sont les primo-votants. Mais ils ne sont pas les seuls. Tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n'ayant pas encore accompli cette formalité peut désormais le faire. Sur le terrain, les formations politiques ont mis les petits plats dans l'écran afin d'inciter les populations à se faire enrôler. On demande à tout le monde d'aller voir si son nom est là-bas ou s'il n'y a pas d'erreur sur son nom. Et pour nous, ce processus-là a commencé. Nous appelons tous nos parents, surtout les chefs de canton, les chefs de village que nous interpellons, pour qu'ils puissent faire tout ce qu'il faut pour que dans leur village, dans leur circonscription, les jeunes, les enfants, les femmes qui ont un âge de voter soient inscrits sur la liste électorale. C'est une étape importante qui a donc démarré 1 an avant la présidentielle de 2025. La révision de la liste électorale cristallise le débat politique et l'opposition s'interroge. Comment convaincre 4,5 millions d'électeurs dans un laps de temps aussi court? 3 semaines pour étoffer un corps électoral qui ne compte que 8 millions d'inscrits sur les 12,5 millions de citoyens en âge de voter. Le délai et les modalités d'organisation ne satisfont pas l'opposition qui estime cette période insuffisante et réclame une extension à plusieurs mois. L'autre difficulté, nous sommes en période de campagne de café cacao. Ceux qui sont dans les grandes bourses là, ils ont 2 choses. Comment se faire acheter leur cacao et assurer la sécurité de leur fèves. Quand vous vous absentez, les gens viennent prendre derrière vous pour vendre. Ils trouvent un temps pour venir et tu dis non, on va chercher extrait de naissance. L'objectif d'ajouter 4,5 millions de nouveaux électeurs aux 8,12 millions actuellement inscrits représenterait une augmentation massive du corps électoral. Un impact quantitatif. Cette expansion pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces politiques et influencer significativement les résultats des prochaines élections. Comme pour répondre à ces préoccupations, les institutions enchaînent les campagnes de sensibilisation. Plusieurs mesures facilitatrices ont été mises en place et la CEI en charge du recensement et de l'organisation des élections multiplie les déplacements pour ratisser le plus large possible. C'est un devoir pour le citoyen de venir s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est cette inscription seule qui leur permet de participer au vote. Parce que cette inscription vous confère la qualité d'électeur, cette qualité qui vous invite au débat des élections. Mais si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas choisir celui que vous voulez. Seulement, selon les services de la CEI, à ce jour, l'on ne compte que 500 000 requérants, dont 300 000 nouveaux inscrits et 200 000 pour des changements de lieu de vote et autres. L'on est donc bien loin des 4,5 millions de nouveaux électeurs attendus. L'engouement n'est pas au rendez-vous, il faut le souligner. Un désintérêt croissant des citoyens pour la politique est observé, nécessitant une mobilisation encore plus accrue des partis politiques à 5 jours de la fermeture du processus d'enrôlement. À présent, on s'intéresse à un autre sujet d'intérêt national tout aussi important. Il faut savoir qu'il est essentiel de surveiller la gestion des finances publiques. Une exigence qui remonte à bien longtemps et qui se justifie par la contribution des citoyens à l'impôt. Ce principe a été inscrit dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, stipulant que la société a le droit d'exiger des comptes de tout agent public sur sa gestion. Ce 5 novembre 2024, lors d'une séance d'information parlementaire, Convaly Diomandé, président de la Cour des comptes, a présenté le rapport annuel sur l'exécution du budget de l'État devant les députés de la Nation. Et c'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Un reportage de Hugues Guédo, commenté par Karel Dablé. La Cour des comptes a pour mission principale de réaliser 4 activités essentielles.
le contrôle de la gestion des finances publiques, l'évaluation des politiques publiques, le jugement des gestionnaires publics et la certification des comptes de l'État. Dans ce cadre, le rapport examine les prévisions budgétaires, les réalisations efficaces, ainsi que l'évolution des recettes et des dépenses. Il aborde également la situation des comptes spéciaux du Trésor, les opérations de trésorerie et les résultats de l'exécution budgétaire de l'État. Les recettes budgétaires, qui sont constituées des recettes intérieures et des recettes extérieures, étaient prévues pour un montant d'environ 6 066 milliards. Elles ont été mobilisées à hauteur d'environ 5 324 milliards, soit un taux de mobilisation de 87,8%. Les recettes budgétaires intérieures ont été recouvrées à hauteur de 5 203 milliards pour une prévision de 5 703 milliards, soit un taux de mobilisation de 97,73%. Les recettes budgétaires extérieures, elles constituent 2,27% des recettes totales qui ont été mobilisées au titre de l'année 2023. Les dépenses budgétaires ont été programmées pour un montant de 9 107 milliards. Elles ont été exécutées à hauteur de 8 435 milliards, soit un taux d'exécution de 92,6%. Quant aux dépenses à capital que nous appelons les investissements, elles ont été projetées pour un montant d'environ 3 528 milliards. Elles ont été exécutées à hauteur de 2 942 milliards, soit un taux d'exécution de 83,4%. Les députés ont examiné le rapport final sur l'audit de performance des programmes pour l'année 2023, ainsi que la déclaration générale de conformité entre les comptes des ordonnateurs et ceux des comptes publics pour cette même année. La présentation a été claire. C'est maintenant que les Ivoiriens découvrent que la Cour des comptes est aussi une institution, je dirais, cruciale pour la bonne gouvernance dans un pays. Toutes les faiblesses ont été clairement mises en évidence par la Cour des comptes et le président de la Cour des comptes a joué son rôle. La Cour des comptes a été créée par la Constitution du 1er août 2000 et a été officiellement installée le 9 janvier 2018. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé investit le terrain pour accélérer l'atteinte des objectifs gouvernementaux avant la fin de cette année. Il s'est rendu ce matin sur les 5 grands chantiers d'Abidjan, du carrefour Akwaba jusqu'à Faya, en passant par le grand carrefour de Koumassi et le boulevard Germain Kofi-Gado, afin de constater l'état d'avancement des travaux. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé les différentes dates de livraison de ces importants ouvrages qui sont du reste très attendus par les populations. On fait le point avec Tchelina Lebonsoro et Félicien Biaou. Ce matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a visité les chantiers de 5 grands ouvrages à Abidjan. La première étape de sa visite a été l'échangeur du carrefour d'Akwaba, dont la livraison est prévue entre décembre 2024 et janvier 2025. Ensuite, il s'est rendu sur le chantier de Koumassi, dont la finalisation est attendue pour août 2025. La visite s'est poursuivie sur les sites des échangeurs de l'école de police, de Palmeraie et de Faya, ce dernier étant prévu pour être livré en mars 2026. Selon le Premier ministre, la lenteur de l'avancement des chantiers est accordée à plusieurs facteurs. Alors il faut reconnaître que ce qui a gêné un peu l'évolution des chantiers, c'est le transfert de réseaux. Nous avons des gros réseaux de sauts de scie et de connectivité Internet, donc il fallait prendre beaucoup de précautions. Ça a retardé légèrement les chantiers, sinon ce sont des chantiers qui auraient tous pris fin dans le courant du mois de l'année 2025. Je voudrais remercier les populations qui sont assez compréhensives vis-à-vis des désagréments causés par ces chantiers, mais je pense qu'elles comprennent que de temps à autre, on est obligé de passer par ces moments de désagrément pour que très rapidement, quand on sortira de là, ce ne soit qu'un lointain souvenir et que nous ne puissions bénéficier que du très beau que le président offre. Le coût total de la réalisation de ces infrastructures s'élève à plus de 145 milliards de francs CFA hors taxes. Selon le Premier ministre, la construction de ces grands ouvrages nécessite une expertise locale. Il a donc encouragé les jeunes, en particulier les jeunes filles, à s'orienter
vers des carrières d'ingénieurs et de génie civil afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. On remarque que sur le personnel, il y a à peu près 80% d'Ivoiriens et dans les 80%, il y a minimum 25 à 30% de jeunes dames. C'est le lieu de lancer un appel aux jeunes filles pour leur dire que le métier d'ingénieur, de technicien, de génie civil est un métier très noble. Et nous voulons demander aux jeunes Ivoiriens aussi de voir qu'avec les grands chantiers ouverts par le président de la République, les opportunités d'emploi sont énormes. Par conséquent, il y a lieu de se les approprier, de sorte à ce que ce pays soit fondé sur des compétences avérées, de sorte à ce qu'on s'approprie le développement de notre pays. La construction de ces 5 échangeurs s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à améliorer la mobilité urbaine dans la ville d'Abidjan. On poursuit cette édition à l'international. Ce 5 novembre 2024, c'est le jour J aux États-Unis. Après un mandat, Joe Biden va laisser la place au 47e président. Le duel se joue entre 2 favoris, Kamala Harris et Donald Trump. Il faut tout de même noter que le vote n'est pas comptabilisé directement, comme dans la majorité des pays ailleurs dans le monde. Ce soir, on s'intéresse donc au processus de comptabilisation des votes du vainqueur de la présidence américaine. Et pour bien comprendre la présidentielle aux États-Unis, il convient de bien avoir en tête son fonctionnement. Et c'est parti avec Karel Dablé. Ce scrutin n'est pas le plus simple du monde. C'est d'ailleurs le plus complexe. Tout commence par des élections primaires au sein des 2 partis principaux, que sont les démocrates et les républicains. Pendant 4 mois et demi, chaque candidat a tenté de convaincre pour devenir le leader de son parti. Au terme de ces élections, Kamala Harris et Donald Trump se sont imposés. Pour se présenter à l'élection présidentielle, les candidats doivent répondre à certains critères. Avoir au moins 35 ans, être citoyen américain de naissance et avoir vécu sur le sol des États-Unis pendant au moins 14 ans. Il ne s'agit pas d'une élection au suffrage universel direct, mais indirect. Les électeurs américains ne votent pas directement pour les candidats, en l'occurrence Donald Trump ou Kamala Harris, mais pour des grands électeurs qui eux-mêmes forment un collège électoral qui vote lui pour désigner le vainqueur. Ces grands électeurs sont désignés à l'avance par les partis, républicains et démocrates, et chaque État dispose d'un nombre fixé à l'avance de grands électeurs en fonction du nombre d'habitants qui y résident. Les plus petits États disposent d'un minimum de 3 grands électeurs et l'État le plus peuplé du pays, la Californie, désigne lors de ces élections 55 grands électeurs. En tout, il y a 538 grands électeurs. Il faut donc avoir plus de la moitié, soit 270 votes de grands électeurs pour être élu président. Oui, aux États-Unis, le vote de chaque Américain n'a pas la même valeur. Et l'autre singularité, c'est que les Américains peuvent voter de manière anticipée, que ce soit par correspondance ou en personne. Kamala Harris et Donald Trump ont quadrillé les 7 Wing States qui feront l'élection: Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Arizona, Michigan et Nevada. Les derniers électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour une élection présidentielle à suspense, marquée par des enjeux cruciaux. Dans le Michigan, l'un des États clés, le vote des femmes pourrait bien influencer l'issue de ce scrutin historique. Leurs préoccupations, notamment en matière de droit et de politique sociale, sont au cœur de cette élection, où chaque voix compte. Le pays tout entier retient son souffle alors que les résultats s'annoncent décisifs pour l'avenir politique américain. Mais il convient encore de souligner qu'aux États-Unis, vous pouvez être élu président en obtenant moins de votes que votre adversaire. Cela est arrivé 2 fois depuis les années 2000 avec George Bush et Donald Trump en 2016. On arrive au terme de cette édition. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Le processus se poursuit jusqu'au dimanche 10 novembre prochain. Quant à moi, je prendrai plaisir à vous retrouver demain dès 19h45 pour l'essentiel de l'actualité. La suite du Grand Talk, c'est dans un instant. Bonsoir.